d'abord, pour commencer, peut-être... Il serait peut-être bon de parler dans le micro. Ah, vous trouvez que... D'accord, oui, je veux bien. Comme ça, c'est meilleur? Bien. La première chose que je voudrais souligner, je crois, ce qui se passe ici, c'est rare. Ça fait des années que je passe ma vie à faire des prises de parole, des conférences. Ce qui se passe ici, c'est rare. Qu'un établissement comme celui-ci invite à parler d'éthique et réunissent pour cela les personnes qui habitent dans l'établissement, c'est très rare. Réjouissons-nous. Parce qu'il y a dans cette initiative, vraiment, je crois, un message que nous avons à recevoir, un message porteur d'avenir, porteur d'optimisme pour l'avenir. Vraiment. Donc, première chose. Deuxième chose, parler d'éthique, c'est difficile. Et je voudrais que ça me rende modeste. Et c'est pas facile de me rendre modeste. Je voudrais que ça me rende modeste parce que tout le monde peut se tromper. On y reviendra. Tout le monde peut se tromper. On fait tous des erreurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon propos, je pense. Souvenez-vous, pour celles et ceux qui parmi vous ont fait du latin dans une époque quasi préhistorique, une règle de grammaire latine extraordinaire nous apprenait à utiliser l'indicatif ou le subjonctif, et cette règle c'était CP fit ut errebus. Il arrive souvent que nous nous trompions. Mais en latin, il fallait dire il arrive souvent que nous nous trompons, ce qui serait une faute de français. Il y avait donc des différences entre la grammaire latine et la grammaire française. Oui, allez. Il arrive souvent que nous nous trompions. Tiens. Et cette erreur possible, elle sème le doute. Eh bien, retenons ce premier terme, le doute, et plaçons-le au cœur de nos préoccupations. Le doute, fondement de la réflexion éthique. Ce que je raconte là n'est pas très à la mode. Parce que si je doute, je ne suis pas sûr. Si je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Et si je ne sais pas, bah, t'as qu'à la fermer, mon vieux. Ah. Imaginez un peu un médecin qui oserait dire « je ne sais pas ». Imaginez en temps de Covid un ministre qui oserait dire « je ne sais pas ». Imaginez un directeur d'établissement qui oserait dire « je ne sais pas ». Pourtant, il y a dans ce doute possible les racines de la réflexion éthique, vraiment. Et je me permets d'insister là-dessus parce que il se peut que moi-même, dans mon propos, je le prenne à mon propre piège et que de temps en temps, j'affirme un peu trop des choses que je devrais seulement suggérer, proposer et non pas imposer. Voilà. Alors, cette préoccupation étant prise, je voudrais ajouter encore, au fond, l'éthique est à la mode aujourd'hui. C'est étonnant comme on parle beaucoup d'éthique. Est-ce que pour autant on vit davantage en harmonie avec l'éthique qui est la sienne, propre, l'éthique que nous partageons avec d'autres, l'éthique au sein d'une équipe, par exemple, ou dans un groupe comme celui que nous formons cet après-midi? Que savez-vous de mon éthique? Qu'est-ce que je sais de la vôtre? Alors vous voyez, dans le discours à la mode, le refuge dans l'éthique. « Oh, mais moi j'ai mon éthique !» Ah ben oui, oui. Et alors, laquelle? Mais le voisin. Et le voisin, il a la sienne.
Alors, merci madame pour votre intervention. Ça me permet de penser à dire tout de suite, n'hésitez pas à réagir, à prendre la parole. Nous ne sommes pas 350, d'accord? Donc, allez, n'hésitez pas, si vous avez envie d'intervenir, de contredire peut-être, hein, ou d'illustrer, de témoigner, de commenter, de questionner. Allez, n'hésitez pas. Donc, au cours de mon propos, évidemment, je vais ouvrir des questions, utiliser un vocabulaire relativement à la mode. Et je viendrai, de temps en temps, mettre en question, j'espère, ce vocabulaire, les mots que l'on emploie. Pourquoi? Parce que, au fond, nous apprenons, les uns et les autres, au cours de notre vie, je dirais, quel que soit notre âge, mais sans doute l'avons-nous appris encore plus en vieillissant. Nous apprenons, je crois, au cours de notre vie que, contrairement à ce que nous aimerions, la langue que nous parlons nous maîtrise bien plus que nous maîtrisons la langue. La langue que j'utilise me fait penser. Les mots que j'utilise me font penser, d'une certaine manière. Et comme, dans le meilleur des cas, la pensée précède l'action, les mots que j'utilise me font penser, donc me font agir. Voilà. Alors comment parlons-nous? Eh bien, avec cette question, on va, si vous voulez bien, entrer au cœur de l'interrogation sur ce que peut être une réflexion éthique. Exemple. Imaginez que dans la pièce d'à côté dorme un bébé. Il a 3 mois. D'accord? Sa maman est avec nous, là, d'accord? Le bébé, il a 3 mois. Elle est allée le coucher gentiment, etc. Moi, je suis son grand-père au gamin, hein, d'accord, hein, forcément. Et puis, ça fait un petit moment qu'il dort, et d'un seul coup, on l'entend. Alors, les uns vont dire il pleure, quand d'autres vont dire il crie. Ah, il pleure ou il crie? Attendez, c'est quand même pas la même chose, pleurer ou crier. Alors, si je suis sa maman ou son grand-père, oh, il pleure, petit chou, enfin, dépêchez-vous, allez le chercher, puis apportez-le-moi que je puisse lui faire un bisou, le prendre dans mes bras, le consoler, d'accord? Mais s'il crie, mais qui me fout la paix? Enfin, c'est drôle qui... Ah voyons. Alors il pleure ou il crie? C'est pas pareil. Et le mot que je vais mettre sur ce que j'ai entendu va déterminer, pour une part au moins, la manière dont je vais aller le voir, dont je vais aller le toucher, dont je vais aller peut-être le prendre dans mes bras, ou l'engueuler, ou... Voilà. Alors, il pleure ou il crie. Maintenant, imaginez que je sois anglais. Voilà. Alors, écoutez bien, he cries. Ah. Pour dire il pleure, je vais utiliser une racine étymologique, he cries. Il crie. Ah, alors. Il pleure ou il crie? Eh bien, décidément. Alors, je ne vais pas trancher. Je ne sais pas s'il a pleuré ou crié. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous avez entendu. Moi, je préférerais qu'il pleure. D'accord? Parce que je pense que nous irons les uns et les autres vers lui avec tellement plus d'attention, de gentillesse, de bonté, de bienveillance, Voilà, mais je ne sais pas au fond. Je ne sais pas. Et quand je dis il pleure, je me trompe peut-être. Et si je dis il crie, je me trompe peut-être. Peut-être qu'il ne pleure ni ne crie, mais que, je ne sais pas, il appelle. Ah, alors il appelle. Et comment lui répondre? J'arrête avec cet exemple-là. J'en prends un autre qui va se rapprocher de nos préoccupations. Des préoccupations que sans doute nous partageons. Pour l'instant, bien que j'avance en âge, je vis chez moi. Ça va. Voilà.
demain j'aurai peut-être besoin d'aide. C'est possible. Alors, on va m'envoyer un service de maintien à domicile. Pardon? Un service de maintien? Vous allez venir me maintenir? Mais enfin, mais qui êtes-vous pour venir me maintenir? Le moment venu, s'il vous plaît, je vous demande de venir me soutenir. Alors, le maintien à domicile ou le soutien à domicile? Mais ça change tout. Et vous ne viendrez pas de la même manière chez moi, vous ne vous adresserez pas à moi de la même manière, vous ne me parlerez pas, vous ne me toucherez pas, de la même manière, si vous venez me maintenir et si vous venez me soutenir. Eh bien, le moment venu, je veux bien que l'on me soutienne, je ne veux pas que l'on me maintienne. Maintenant, vous allez me soutenir dans l'effort que je fais pour me maintenir. Je me maintiens où je veux, parce que vous me soutenez. Et si vous vous mettez à me maintenir, alors vous me spoliez de mon autonomie. Voilà. Vous me spoliez de mon autonomie. Évidemment, comme vous me l'avez piqué, je ne l'ai plus, et vous allez pouvoir argumenter du fait que je ne sois plus autonome pour me dire que, évidemment, vous avez raison de me maintenir. Voyons. Non, vous ne me maintenez pas, vous venez me soutenir. Allez, on bascule. Il se peut qu'après, je n'en ai pas forcément envie, mais qui d'entre nous ici en aurait eu envie? Il se peut qu'un jour, je doive entrer dans un EHPAD, un établissement, voilà. Eh bien, je vous demande ce jour-là de m'y accueillir dans cet établissement. Et je ne vois pas de quel droit vous pourriez me placer en établissement. Le placement ou l'accueil? Eh bien, c'est presque pareil, mais c'est tellement différent. Et vous ne vous adresserez pas à moi de la même manière. Si vous me placez, un placement commence toujours par un déplacement, d'accord? Si vous me placez ou si vous m'accueillez. Et la manière dont vous me parlerez, dont vous me toucherez, dont vous allez... non, ce n'est pas la même chose. Alors, réflexion éthique, eh bien voilà, nous y sommes. Soutien à domicile, ok. Maintien à domicile, plus loin. Moi, ça pose des problèmes éthiques, vraiment. Plus loin. D'accord? Placement en établissement? Non. Accueil. Et les professionnels qui travaillent dans un établissement comme celui-ci, les bénévoles qui contribuent à la vie associative, que ce soit aujourd'hui ou un peu plus tard, avec la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, etc., ceux-là, écoutez, ils ne se sont pas mobilisés, ils ne mobilisent pas leur énergie, leurs compétences, etc., pour venir vous placer. Non, et pour vous accueillir. Parce qu'ils sont bienveillants, autrement ils ne seraient pas là. Parce qu'ils sont... etc. Vous voyez? Donc, on va essayer de faire attention à ce vocabulaire. Je voudrais épingler encore un terme au moins, avant d'avancer un petit peu plus dans mon propos. Partout aujourd'hui, partout, on nous bassine avec la prise en charge des vieux. Voilà. Eh bien, les vieux, ils les emmerdent. Voilà. Non, vous ne me prendrez pas en charge. Non, les vieux ne sont pas une charge. Non, les vieux ne sont pas une charge. Les vieux sont une chance pour la société contemporaine. D'accord? Quelle que soit leur situation, quel que soit leur âge, les vieux sont une chance. Donc non, il n'y a pas de prise en charge, c'est fini. D'accord? C'est un grand bonheur. Mais oui, exactement. Il y a de l'accompagnement possible, du soin possible, de l'aide, du soutien. Mais ce n'est pas la même chose d'accompagner, de soigner et de prendre en charge. Non, je ne suis pas une charge. Accompagner. Ce mot si beau, décomposons-le. Alors je vais vous faire croire que j'ai une culture latine. Non, c'est pas vrai. Hein. Mais accompagner, cum pavem. Tiens, cum avec,
panem le pain. Autrement dit, l'accompagnement, c'est le pain que l'on partage. Et bien voilà, nous sommes assis à la même table et on peut partager une nourriture symbolique et une nourriture réelle. On partage le repas, d'accord? Et quand on partage le repas, au-delà du repas, on partage une relation, on partage un sourire, des échanges, on partage une culture, on partage voilà. Cum panem. Eh bien écoutez, accompagner et pas prendre en charge. Mais si nous pensons une relation d'accompagnement, nous ne penserons pas la même chose que si nous pensons une prise en charge. Si nous pensons le soin fondé sur la relation, c'est la relation qui permet le soin. Alors, qu'il y ait des situations d'urgence où il faut intervenir, bien sûr, mais globalement, c'est la relation entre le soignant et le soigné qui permet le soin. Eh bien, évidemment, nous ne... etc. etc. J'insiste peut-être déjà trop sur l'usage que nous faisons du vocabulaire, de nos manières de parler. Il me semble qu'une des clés de l'entrée dans une réflexion éthique, c'est de développer de manière continue, et ça peut prendre du temps, on a le droit, d'accord, de développer de manière continue une attention à nos façons de parler, au vocabulaire que l'on emploie. Encore un exemple, tout à l'heure pour quelques-uns parmi vous qui étaient là dans le premier temps de travail de l'après-midi, j'ai entendu des choses que j'ai trouvées très souvent remarquables et un mot qui m'a posé question. Client. Ah oui? Ah oui? Les usagers sont devenus des clients? Mais attendez, l'établissement est géré par une association loi 1901 à but non lucratif. La fondation qui prendra le relais à but non lucratif. Ah ben non. Non, non, vous n'êtes pas des clients. Voilà. Alors, qu'on dise usagers, habitants, je m'en réjouis, habitants, usagers, les familles, oui, voilà. Et que nous ayons à mettre au travail une réflexion qui nous permettrait de trouver des mots, d'autres mots encore, pour désigner la réalité de ce que nous avons à vivre ensemble. Ouais. Et peut-être aurions-nous besoin de quelques heures, de quelques jours, de quelques mois, peut-être que c'est une réflexion sur plusieurs années pour passer de la clientèle à autre chose. D'accord ? Vous voyez, il y a quelques jours une mauvaise blague qui circulait sur Facebook à propos des médecins. Les médecins, la mauvaise blague, enfin mauvaise à mes yeux en tout cas, hein, c'est un patient guéri, c'est un client perdu. Attendez, mais où a-t-on vu que le médecin avait une clientèle? Non, il a une patientèle. Ah, eh bien c'est pas la même chose. Une clientèle et une patientèle. La clientèle, il faut l'attirer, il faut la séduire, la patientèle. Mais le médecin, il n'a pas cherché à séduire ces malades. Enfin, d'accord? Ils ne sont pas ces malades en plus, mais les malades au service desquels il se met. Bref, vous voyez, clientèle, client, ah là 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 là, pas sûr, pas sûr. Alors, attention, je ne suis pas détenteur de la bonne manière de parler que je devrais venir imposer. Non, non. Ce que je voudrais, c'est nous inviter à ouvrir une réflexion sur l'usage de ces mots, d'accord ? Procéder à une mise en question qui ne serait jamais une mise en cause, c'est-à-dire jamais une mise en procès, d'accord ? Une mise en question. Ouvrons cette question. Les questions, par exemple, les questions autour de nos manières de parler. Je clôt sur... tout ça, ça fait déjà... Mon Dieu. Allez. Ça va pour l'instant, je vous... Oui, hein? On peut continuer. Alors.
l'éthique est à la mode. Et vous observez peut-être comme moi que dans une multitude d'endroits, on ouvre désormais des espaces éthiques. Ah, espace. Et prenez le temps de venir, madame, prenez le temps. Allez, on ouvre des espaces éthiques. Espace de réflexion éthique, espace régional de réflexion éthique, espace éthique, espace. L'usage du mot espace. Alors, rappelez-vous un tout petit peu en arrière, on a vu une marque de voiture très française mettre sur le marché un véhicule qui s'appelle toujours l'espace. Renault, l'espace. Avec un slogan extraordinaire pour promouvoir la vente du véhicule en question. Le slogan, souvenez-vous, l'espace, deux points. À vous d'inventer la vie qui va avec. Et ben voilà, on va ouvrir un espace éthique. À vous d'inventer la vie qui va avec. Ah, et ben on a l'air fin avec ça. Alors que l'on invente avec la bagnole la vie qui va avec, pour partir en vacances, c'était le rêve de... Allez, d'accord. Mais l'espace. Or, je vois bien que tout aujourd'hui se pense en espace. Espace culturel, espace bancaire. Ah oui, vous avez l'espace bancaire. Il y en a, ils vont à la banque encore. Mais non, c'est dans l'espace bancaire. Il y en a, ils vont dans une librairie. Mais non, espace culturel. D'accord? Espace commercial, espace de loisirs, espace francophone, espace Schengen, espace urbain, espace militaire, espace aérien, espace de pédagogie verticale. Oui, il y en a, ils appellent ça des tableaux encore. Hein? Non, ça s'appelle un espace pédagogique vertical. Bon, d'accord. Et puis alors, un jour ou l'autre, nous y passerons. Espace mortuaire. Ah bah oui. Avec un slogan merveilleux, la dignité retrouvée. Ah bah oui, parce que l'autre, il avait perdu sa dignité, dis donc. Ah, il a été aux objets trouvés. Vous n'auriez pas trouvé ma dignité? Si, tenez, je vais vous. La dignité retrouvée. Allons, à l'espace mortuaire. Ben, c'est grand temps, dites donc. Hein. Enfin, de quoi parle-t-on? À vous d'inventer la vie qui va avec? Ah ben nous y sommes, vraiment. Vous voyez? Alors, évidemment qu'avec tout ça, l'espace, l'avantage c'est que c'est illimité, que c'est indéfini, et que Thomas Pesquet peut se balader dans l'espace et... Allez, espace. Mais c'est drôle parce que ce mot vient en remplacer un autre. Le comité. Ah. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas cultiver quelque chose à partir de ce mot comité? Cum mittere. Envoyer ensemble. Tiens. Quelques personnes qui font partie d'un très grand groupe reçoivent de la part de tout le groupe une mission, mittere. Envoyer une mission. La mission de réfléchir à une question, et quand ils auront bien réfléchi, ils reviendront vers le groupe. Tiens. Et on est en train de dessiner, déjà, rien qu'avec ça, avec le mot comité, et non pas avec le mot espace, on est en train de dessiner un aller-retour entre ceux qui vont se mettre au travail sur les questions éthiques et les autres de qui ils ont reçu mandat, de qui ils ont reçu mission de réfléchir. Alors, dans un établissement, on me dira, mais attendez, tous les résidents, tous les habitants de l'établissement n'ont pas forcément envie d'aller à une réunion éthique, machin, d'accord? Tous les personnels ne peuvent pas y aller, ils ont autre chose à faire, d'accord? Alors il y a 5 résidents, 5 habitants, 10, j'en sais rien, 5 membres du personnel, 10, je ne sais pas, 5, je ne sais pas ce que vous construirez comme structure, d'accord? Et bien voilà, ils sont porteurs d'une responsabilité, ils ont donc à en répondre, à en répondre. Et on pourra les questionner, puisqu'ils pourront venir en répondre, et ils feront des allers-retours entre
ce lieu de réflexion éthique et ce dont ils ont reçu mission. Et voilà que on a déjà le dessin de ce que pourrait être un comité d'éthique. Ce comité d'éthique, il a à réfléchir sur une multitude de choses. Et très souvent, on a tendance à vouloir réduire le champ de réflexion éthique parce que c'est potentiellement toute la vie qui peut être objet d'une réflexion éthique. Alors pour réduire les choses et revenir à des préoccupations concrètes, on dit au comité d'éthique, eh bien, vous êtes chargé de réfléchir à l'élaboration de bonnes pratiques. Oui. Moi, je préfère les bonnes pratiques aux mauvaises. D'accord. Alors, une fois qu'on a parlé de bonnes pratiques, voilà, j'ai déclaré que je préférais les bonnes pratiques. Qu'est-ce donc une bonne pratique? Alors, une pratique qui peut se référer aux valeurs qui nous fondent à agir. Bien sûr. D'accord, d'accord. Et puis, une bonne pratique. Imaginez une bonne pratique qui ne changerait pas, mais c'est qu'elle va très vite devenir mauvaise. Une bonne pratique, c'est essentiellement une pratique qui va pouvoir bouger. Donc, le caractère premier d'une bonne pratique, c'est d'être éphémère. Elle est bonne là, maintenant, avec un tel, une telle, dans la relation qui s'est établie entre cette personne qui est malade, cette personne qui la soigne, entre cette personne qui demande quelque chose, l'autre qui lui répond. Oui, voilà, d'accord. Là, maintenant, le lendemain, est-ce que la bonne pratique d'hier est encore bonne? Ouais, peut-être, pas sûr. Peut-être faut-il déjà la faire évoluer. Mais alors 6 mois après, 1 an après, 5 ans après, le monde change. Nos attentes se transforment. Les demandes changent. Allez, donc nos pratiques. Alors, oui, référons-nous à des guides de bonnes pratiques, validés par des comités d'éthique, par des espaces. Ouais. Il y a longtemps. Et il y a longtemps. Référons-nous, oui. Et puis, référons-nous, mais comment ne pas nous y arrêter? Comment mettre en mouvement les pratiques que nous avons à élaborer? Pour répondre à cette question, permettez-moi, en jouant à peine sur les mots, une mise en question. Partout, la loi nous oblige à mettre en œuvre d'abord une réflexion éthique dans un établissement, c'est vrai, et, je cite, une démarche qualité. Ah oui, imaginez l'inverse. Enfin, non, je vais démarche qualité, tout le monde s'en fout. Non, mais non, une démarche qualité, d'accord. Comment faire en sorte que la démarche qualité ne prenne jamais le pas sur la qualité de la démarche? Je le dis, et je ne suis pas mécontent de ma formule, j'en joue un peu, d'accord, mais comment faire en sorte que la démarche qualité se mette au service de la qualité de la démarche? Exemple, partout, dans tous les établissements, la loi oblige à ce qu'il y ait que les établissements accueillent des personnes âgées, moins âgées, plus handicapées, moins handicapées. Il faut mettre en œuvre les conseils de la vie sociale. Alors, demain, il y aura une évaluation externe et on va cocher. Est-ce que la case conseil de la vie sociale peut être cochée? Alors, cochon. Vous avez vu comment je parle? Cochon. Enfin, cochon. Bon. Alors oui, il y en a un, donc. Oui, mais qu'est-ce qui se vit dans ce conseil de la vie sociale? D'accord? Parce que si on le réunit 1 fois par an, 2 fois par an, une demi-heure, pour pouvoir cocher la case, et non pas pour que s'y vive une réflexion sur la vie que socialement nous allons pouvoir développer à l'intérieur. Bon, ben alors, oui, d'accord. Et bien voilà comment la démarche qualité vient prendre le pas
sur la qualité de la démarche. Tout le défi d'une réflexion éthique, c'est que jamais, jamais, la procédure vienne prendre le pas sur le sens de l'action au service de laquelle la procédure est censée être déployée. Que la démarche qualité ne prenne jamais le pas sur la qualité de la démarche. Et comment s'interroger sur la qualité de la démarche, évidemment. Alors, il me semble que un penseur contemporain peut nous servir un peu de guide dans cette affaire. Ce penseur, on ne l'attendait pas forcément là. Il a un peu plus de 100 ans aujourd'hui. Il s'appelle Edgar Morin. Et il vient de fêter ses 100 ans. Et il a donné une conférence, d'ailleurs, hier ou avant-hier, à l'occasion de ses 100 ans. Écoutez, rendez-vous dans pas très longtemps, mais enfin, bon, allez. Edgar Morin nous propose une réflexion autour d'une notion qu'il a particulièrement travaillée, la notion de complexité. Eh bien, il me semble que nous ne pouvons pas penser réflexion éthique si nous ne pensons pas complexité de la situation. Alors, j'ai allé gratter un petit peu plus du côté d'Edgar Morin pour aller regarder cette notion de complexité. Je vais regarder du côté d'Edgar Morin, mais celles et ceux parmi vous qui ont eu l'occasion peut-être de prolonger des études de philosophie ou autre, savent bien que forcément c'est du côté d'Emmanuel Ricoeur, d'Emmanuel Lévinas, qu'il faut aussi absolument aller chercher, bien sûr, et quelques autres, y compris quelques autres beaucoup plus contemporains ou contemporaines. Parce que, figurez-vous qu'on est en train de découvrir Hannah Arendt. Enfin, c'était une femme, alors quand même, on ne va pas exagérer, hein, mais voilà, l'apport de quelqu'un comme Hannah Arendt à la réflexion éthique aujourd'hui est absolument colossal. Exemple, elle nous dit en politique, alors en politique mais transposée en action professionnelle, sociale et médico-sociale, hein, les deux me conviennent. Nous avons à comprendre que le moindre mal, c'est encore du mal. Donc tout le baratin, soi-disant éthique, qui dit « Ah bah oui, il faut bien se contenter du moindre mal », non. Merci Hannah Arendt. Nous ne nous contenterons jamais du moindre mal. Nous pouvons admettre que nous n'avons pas réussi à faire mieux que ça, d'accord, mais demain, nous ferons mieux qu'hier. Ou alors, ça veut dire que nous admettons que le mal soit à l'œuvre. C'est insupportable. Donc, non. Merci Hannah Arendt, etc. Et dans les philosophes contemporaines, voilà, il y aurait quelques noms féminins à souligner, et comme par hasard, il y en a deux que je veux citer, et au moment où je veux les citer, il m'échappe, et j'ai Corinne Pelluchon, merci, je suis content de vous retrouver, Corinne Pelluchon, et ça va me revenir. Elle est titulaire de la chaire d'éthique médicale à la Salpêtre. Pourtant, et je lui dois beaucoup, en plus, et comme par hasard. Voilà. Bref, mais allez, peu importe, elle me pardonnera. Donc, Edgar Morin. Alors, au fond, ce qu'il nous dit, je cite, alors, je vais le citer à partir d'un tout petit bouquin que vous pouvez même vous amuser à vous procurer, Introduction à la pensée complexe. Voilà. Alors ça fait chic, hein. La prochaine fois que vous prenez le train, puis vous... D'accord? Et là, Introduction à la pensée complexe. C'est extraordinairement intense comme réflexion,
comme densité de réflexion. Il nous dit, je cite, « Je dirais d'abord que la complexité pour moi, c'est le défi et non pas la réponse. Le défi, et il poursuit, le défi, c'est-à-dire la question. » Voilà. Tout à l'heure, je vous disais le doute, d'accord? Le doute. Edgar Morin, lui, il a la capacité à venir formuler le doute. Il nous invite à avoir la capacité à formuler le doute en question. Voilà. Ce qui nous fait avancer, c'est la question plus que la réponse. Ouvrons les questions dont nous sommes porteurs. Partageons-les. Il se peut que la réponse ne vienne pas tout de suite, qu'elle mette très longtemps à venir. Et alors? Et alors? Il y a des questions dont nous sommes porteurs une vie entière. Moi, quand j'étais gosse, on m'a affirmé que Dieu existait. Et puis petit à petit, la question s'est ouverte pour moi. Et puis, en avançant, eh bien, j'étais bien content de rencontrer cette réflexion que nous devons à Emmanuel Kant. Avoir la foi, c'est espérer plus souvent. Avoir la foi, c'est espérer plus souvent qu'on ne doute. Ah, espoir, espérance, l'espoir. Et voilà qu'au lieu de la certitude, tiens, je peux peut-être aller voir du côté de l'espérance. Mais vous vous rendez compte ce que ça ouvre comme perspective? Et puis alors l'espérance, oui, bon. On y croit. Oui, mais allez, on y croit. Et j'espère être capable de respecter profondément ce « on y croit ». Mais on y croit, ça ne peut pas être une certitude. On y croit. Voilà. Il ne suffit pas que j'y croie pour que ce soit vrai. Maintenant, et nous sommes au cœur d'une réflexion éthique. Il y a donc des questions dont nous allons être porteurs notre vie durant. Voilà. D'autres, on y trouvera une réponse, puis les réponses changeront, puis, allez. Au fond, ce que nous apprend cette réflexion donc, que j'emprunte à Edgar Morin, c'est que entrer dans une réflexion éthique, c'est d'abord accepter de ne pas tout maîtriser. Si je prétends maîtriser, non, il n'y aura pas de réflexion éthique. C'est parce que nous ne maîtrisons pas tout et que nous l'acceptons que nous pouvons ouvrir la réflexion. Mais vous vous rendez compte comme c'est difficile dans certaines fonctions. Exemple, la fonction du directeur d'établissement, et je dis ça en toute amitié, tu le sais, hein, la fonction du directeur d'établissement. Un directeur d'établissement, je le disais tout à l'heure, qui dit « moi je ne maîtrise pas ». Tout à l'heure je lui faisais dire « je ne sais pas ». Maintenant il dit « je ne maîtrise pas ». Qu'est-ce que tu fous là? Tu sais pas et tu ne maîtrises pas. Et puis tu es directeur. Pourtant. Mais ce n'est pas parce qu'il est directeur qu'il maîtrise. Voilà. Qu'est-ce que c'est maîtriser? Est-ce qu'on peut ouvrir une question là-dessus? Question à laquelle on n'est peut-être pas prêt de répondre. Peut-être qu'il faut l'expérience d'une vie professionnelle pour apporter des réponses à ce genre de questions. Donc, d'abord, accepter de ne pas tout maîtriser. Ensuite, le deuxième élément que nous suggère Edgar Morin, c'est au-delà de cette non-maîtrise. Pardon, permettez-moi quand même une petite réflexion complémentaire à propos de la maîtrise. Nous ne maîtrisons pas tout. Nous avons admis, au fur et à mesure des années, en particulier
au cours de la seconde moitié du XXe siècle, je devrais même dire sans doute au cours du dernier tiers du XXe siècle, nous avons admis que les femmes maîtriseraient les naissances. Tant mieux. Voilà. Vous vous souvenez de ce genre de propos, de lutte, de manifestation. Mon ventre m'appartient, un enfant si je veux, quand je veux. Gisèle Halimi, etc. Voilà. D'accord. Maîtrise. Ok. Bon. Alors, nous maîtrisons le fait de devenir parents. Nous maîtrisons, ou presque. Sans doute de plus en plus. Sans doute nous maîtrisons tellement, ou nous sommes tellement sur une illusion de maîtrise, que le fait de devenir parent est en train de devenir non seulement le résultat du désir, mais un droit. Je veux, j'ai droit, j'exige. Voilà. Avec toutes les questions éthiques qui restent à poser dans cette démarche. Mais on voit bien comment cette démarche, petit à petit, progresse, s'impose, fait partie des manières collectives de penser. D'accord? Alors, nous maîtrisons le fait de devenir parents. Et puis un jour, moi j'en ai fait l'expérience, et on doit être quelques-uns à en avoir fait l'expérience ici, un jour, je suis devenu grand-père. Ah oui? Mais c'est curieux, on ne m'a pas demandé mon avis. Pourtant, s'il y a un événement qui a modifié ma vie, ces 20 dernières années, je vous assure que c'est bien le fait d'être devenu grand-père. Bien sûr. Mais c'est dingue ce que ça change. Et pourtant, eh ben, vous devenez grand-parent, vous ne maîtrisez rien. Et ce qui est génial dans le rôle, la fonction grand-parentale, c'est que justement, vous n'avez pas besoin de maîtriser le pied. Voilà. C'est pour ça que c'est merveilleux d'être grand-parent. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable, mais vous ne maîtrisez pas. Voilà. Ça vous arrive comme un cadeau de la vie. On est flambé. Eh oui, mais vous ne maîtrisez pas. D'accord? Eh bien, non, nous ne maîtrisons pas tout. Dans le pire, parfois, et dans le meilleur, parfois, mais nous ne maîtrisons pas tout. Alors, ensuite, Edgar Morin nous dit, seconde caractéristique de la complexité, c'est l'imperfection. Admettons que ce que nous réalisons, ce que nous mettons en œuvre, ne soit pas parfait. Voilà. Ce n'est pas une raison pour arrêter de le perfectionner, de tenter de... Mais, oui, on a peur. Oui, par exemple, oui. Et nous ne sommes pas parfaits, et ce que nous réalisons n'est pas parfait. Donc, nous ne maîtrisons pas imperfection. Alors, imperfection dans un univers qui nous recommande jusque dans l'action médico-sociale l'évaluation et la performance. Non seulement l'évaluation, mais nous ne sommes même plus à l'époque de l'agence, de l'ANESP, Agence nationale de l'évaluation des établissements et services médico-sociaux. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de la chose d'appui à la performance, à l'agence, merci, Agence nationale d'appui à la performance. Performance, d'accord? Amélioration de la performance. Ah là là. Donc, imperfection. Dans cette société-là, admettre l'imperfection, c'est pas simple. D'accord? Bien. Ensuite, Edgar Morin toujours nous dit, en plus, incertitude. Incertitude. C'est-à-dire que je pense que si je fais cela, je vais améliorer quelque chose. Mais, Pas sûr. Mais ben oui, pas sûr. Incertitude. Comment admettre l'incertitude dans une société qui ne prône que la compétence? D'accord? La compétence. Incertitude. Et puis,
Une autre dimension encore de la complexité que j'emprunte à Edgar Morin, une autre dimension, c'est l'irréductibilité de certaines situations. Le caractère irréductible. Voilà. Il y a des pathologies, par exemple, moi qui suis tout puissant, je voudrais bien les guérir, les réduire. Sauf qu'il y a des pathologies qui sont beaucoup plus fortes que moi. Et il y a, au-delà des pathologies, il y a des situations qui ne sont pas réductibles, que nous ne saurons pas réduire. Ce n'est pas une raison pour ne pas s'y attaquer, s'y atteler, se mettre au travail. C'est même une raison pour se mettre au travail. Mais, imperfection, incertitude, irréductibilité. La réflexion éthique, sur cette base, il me semble que c'est au poète Pierre Reverdy que je trouve, c'est chez lui que je trouve la plus belle définition de la réflexion éthique. Quand il nous suggère, quand il nous dit, je cite, l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. L'esthétique du dedans. Alors, l'esthétique du dedans de l'action. Et parfois, nous observons des collègues travailler et on se dit quand même, c'est pas mal ce qu'ils font. Ça a de l'allure. C'est beau. Travailler comme ça, franchement, c'est même parce que je l'ai vu travailler comme ça, que j'ai eu envie de devenir psychologue, infirmier, soignant, mais parce que voilà, l'esthétique du dedans de l'action, quelquefois, c'est beau. D'accord ? Et puis allez, poussons encore un peu plus loin. Quelquefois, mais on ne peut presque jamais le dire, presque jamais le partager. On pourrait aller jusqu'à dire l'esthétique du dedans de soi. C'est-à-dire, dans une situation pourtant difficile, j'ai fait et je peux être satisfait, heureux, fier de ce que j'ai fait. Fier, certainement pas orgueilleux. D'accord ? La fierté et l'orgueil, non, rien à voir. Pas orgueilleux, c'est pas moi le plus fort. Non, mais une sorte de fierté parce que à ce moment-là, j'ai trouvé l'harmonie entre mes convictions et l'action. Mes valeurs, mes convictions, l'action. Et là, je me suis senti beau de l'intérieur. Mais comment le dire à quelqu'un d'autre? Comment partager ça? C'est très difficile de se pointer vers un collègue, une collègue, et dire, écoute, je suis content de moi. Pourtant, oui, de temps en temps, il nous arrive de ressentir ça. Eh bien, au moment où vous mettrez en œuvre un espace de réflexion, un comité, un groupe de travail sur l'éthique, s'il vous plaît, n'oublions jamais que de temps en temps, il vous arrive de vous trouver beau de l'intérieur. Et que, bien sûr que c'est très important de réfléchir à toutes les situations qui se passent mal. Mais c'est tellement important de se donner le droit de travailler aussi sur les situations où tout s'est bien passé. Et où des situations que l'on peut avoir vécues, traversées, avec cette espèce de satisfaction intime. Vous voyez, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui pratiquent le chant ou la musique. Mais vous savez, allez, il y a un chef d'orchestre, un chef de chœur, vous faites partie d'une chorale. Le chef de chœur, ici, c'est le directeur d'établissement, hein, d'accord. Bon, et puis vous faites partie de la chorale, et de temps en temps, vous avez
Ah, d'accord? Quelque chose d'extraordinaire que vous ressentez parce que toute l'équipe, là, toute la chorale, elle a fait une interprétation absolument remarquable. Voilà. Et non seulement il n'y a pas eu de fausse note, mais bien mieux que ça, ça vibrait, c'était, voilà, l'éthique, l'esthétique du dedans de l'action, du dedans de soi. Faites le lien avec la petite phrase de Hannah Arendt tout à l'heure. C'était, nous avons à comprendre que le moindre mal, c'est encore du mal. Mais le chef d'orchestre, il n'acceptera jamais le moindre mal. Il faut l'enlever. Le chef de chœur, il veut. D'accord? Eh bien, allez, continuons. Parce que de temps en temps, on atteindra la beauté de l'action professionnelle. Vous voyez, il semble que là, on a des clés. Se poser cette question, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe bien? Dans la relation avec une résidente, un résident qui, quelquefois, énerve les autres résidents parce qu'il a une réflexion, parce qu'il a une attitude un peu provoque, un peu sans gêne, un peu... Voilà. Et puis, pourtant, de temps en temps, non, tout est harmonieux. Ah, si on essayait de réfléchir avec toutes les personnes concernées, y compris les résidents, si on essayait de réfléchir à la question de savoir à quoi ça a tenu que ça se passe très bien. En douceur. D'accord? En douceur, pas seulement en douceur. À quoi ça a tenu? Voilà. Eh bien, si on ouvre cette réflexion, alors on se donne des chances de pouvoir faire grandir ces germes de merveille. Hein? Voilà. Il est quelle heure? Je peux prolonger encore un petit peu? Je voudrais nous suggérer encore la distinction entre deux notions. L'éthique, ça y est, nous sommes rentrés dedans, d'accord, hein, on a vu l'esthétique du dedans, la réflexion, le doute, l'incertitude, l'imperfection, tout ça, d'accord. Ouvrir des réflexions, ouvrir des questions qui contiennent tout cela, d'accord. Mais je voudrais nous inviter à creuser d'un autre côté. Je me souviens un jour avoir été invité dans un établissement, alors c'était un établissement qui accueillait des personnes adultes handicapées, à réfléchir, invité à travailler avec eux sur le projet d'établissement, tout ça, et j'essaie d'ouvrir une réflexion, de les questionner. Vous voulez écrire un projet, d'accord? Et vous voulez le mettre au service de quoi? On ne sait pas. Alors, au service des valeurs. Oui, lesquelles? Ah, lesquelles? Au service de quelles valeurs? D'accord? Alors, il y en a un qui me dit, ah ben, le respect. Oui, mais respect de quoi? Parce que respecter des bêtises, tout n'est pas respectable. Tout n'est pas respectable. D'accord? Non, tout n'est pas respectable. Il y a des pratiques humaines que je ne veux pas respecter. Que je ne veux pas respecter. Parce qu'elles sont exactement contraires à mes valeurs. Exemple, compte tenu de l'éducation parfaitement chrétienne que j'ai reçue, compte tenu de l'implication de l'éducation parfaitement républicaine que j'ai reçue, compte tenu de... Eh bien, il y a des choses qui, à mes yeux, ne sont pas respectables. Voilà. Tout n'est pas respectable. Le racisme, non, ce n'est pas respectable. Voilà. Par exemple, le mépris à l'égard des immigrés, non, ce n'est pas respectable. La condamnation je sais pas moi, des immigrés à cause de leur provenance, non, ce n'est pas respectable. Pourquoi?
parce que c'est contraire aux valeurs de la République. Ah, alors, ici, quelle valeur? Il n'y a pas de réflexion éthique s'il n'y a pas énoncé des valeurs qui nous fondent à agir. Le niveau éthique, c'est le niveau des valeurs. Alors, on peut me dire, mais par exemple, des valeurs chrétiennes, oui, d'accord, allez. Mais il se trouve que, au-delà des valeurs chrétiennes, nous soyons en République. Alors, je nous suggère, mais on peut en discuter, interprétation, lecture chrétienne des valeurs républicaines. Pourquoi pas? Exemple, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Quelle lecture un chrétien peut-il en faire? Mais c'est extrêmement intéressant. La lecture chrétienne de la fraternité, la lecture chrétienne de la liberté, la lecture chrétienne, sans compter que la lecture chrétienne, elle a drôlement évolué, hein, entre la lecture chrétienne de la liberté que l'on faisait en 1950 et celle que l'on peut faire aujourd'hui. Ouh là 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 là, d'accord? Mais bon, en revanche, au fronton de la République, et pour longtemps, j'espère, liberté, égalité, fraternité. Pour que ces valeurs soient vécues par nos concitoyens, il faut qu'elles se déclinent en un certain nombre de principes. Exemple. Pour que la valeur égalité puisse être vécue par chacune et chacun de nos concitoyens, il faut qu'elle se décline en un principe d'équité. Ce que, au fondement de l'invention de la sécurité sociale, le Conseil national de la résistance énonçait en disant « Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Voilà. Alors, j'ai besoin de grands comme ça, eh bien, il suffit que je reçoive grand comme ça. Maintenant, si demain j'ai besoin de 3 fois plus, il conviendra que je puisse, etc., etc. D'accord? La valeur républicaine, c'est l'égalité. Le principe qui en découle, c'est l'équité. Bien. Ensuite, pour que les principes puissent être eux aussi vécus par tous, il va falloir qu'ils soient à leur tour déclinés en un certain nombre de règles, de lois. Et là, le code de l'action sociale et médico-sociale, le code de la sécurité sociale, le code civil, le code, etc., vont venir dire les lois. Alors on a les valeurs, on a les principes, on a les règles. Bien. Les valeurs, on est au niveau de l'éthique, les principes au niveau de la morale, les règles au niveau de la déontologie. Alors, on peut même tout confondre, pourtant, il faudra bien que dans une démarche de réflexion éthique, nous apprenions à distinguer ce qui est du registre des valeurs qui nous fondent à agir, ce qui est du niveau du registre des principes et ce qui est du registre des règles. Je peux prendre un autre exemple. Liberté religieuse, ok, d'accord. Eh bien, principe de la liberté de culte, par exemple, au nom de la liberté religieuse, ok, la règle, pas de port de signes religieux distinctifs dans une fonction de service public. Voilà. Si je suis à un guichet du service public, non, je ne peux pas arborer manifestement de signes religieux. Alors, on peut remettre en question, on peut mettre la valeur, le principe, la règle. Et dans nos exercices professionnels, nous aurons toujours à essayer de distinguer ces 3 niveaux. D'accord? Ensuite, ça permet d'ouvrir, et puis je me dirige vers la fin de mon propos, parce qu'autrement, quand même, je vais exagérer, ça permet d'ouvrir une autre question.
dans un établissement, dans un service, il y a une réflexion absolument nécessaire à l'éthique, c'est la réflexion sur les limites. Quelles sont les limites au-delà desquelles le service, l'établissement ne pourront pas aller? Des limites que nous ne dépasserons pas. Alors, un médecin dans l'exercice de sa responsabilité médicale, voilà. Je veux mourir. Jamais. J'ai droit, j'exige. Docteur, donne-moi quelque chose pour... Ah. Quelle horreur. Eh bien oui, mais nous sommes à la veille, peut-être encore à l'avant-veille, à la veille du jour où les lois, celles qui seront appelées les lois éthiques, etc., seront modifiées et autoriseront en France la pratique du suicide assisté, la pratique... Bon, eh bien, dans un établissement comme celui-là, par exemple, où mettrez-vous les limites? Si je rentre dans un établissement comme celui-ci, si j'y suis accueilli, pourrais-je exiger du personnel telle pratique, telle autre pratique? Non, monsieur. Merci de votre réponse. Mais il me semble qu'il est extrêmement important d'ouvrir la question des limites. Ce que, par exemple, les mesures qui ont été prises au temps de la Covid n'ont pas permis. D'accord? Parce qu'on a demandé à des établissements qui n'avaient pas les moyens humains et matériels de confiner correctement des résidents, des habitants, on leur a demandé, on leur a pas demandé, on a exigé, on leur a donné l'injonction de confiner. Pour confiner, ils n'ont pas eu d'autre possibilité que d'isoler, et pour isoler, ils n'ont pas pu faire autrement que d'enfermer. Effrayant. Non, les directeurs, dans l'ensemble, ne sont pas des tortionnaires qui ont pris plaisir à enfermer. Non, certainement pas. Les médecins, les directeurs, les soignants, les accompagnateurs, Non. Mais si nous n'avons pas les moyens de confiner intelligemment, alors nous ne pourrons pas confiner sans isoler, et de manière durable, nous ne pourrons pas confiner sans isoler, sans enfermer. Voilà, catastrophe. Voilà. Où sont les limites? Peut-être faudrait-il qu'un certain nombre d'établissements fassent remonter jusqu'au ministère qu'ils ne peuvent pas confiner intelligemment, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ni en personnel, ni en moyens structurels, ni en moyens architecturaux, en bâti, tout simplement. Hein. Voilà. Bref, il me semble que cette question des limites, elle est, du point de vue de la réflexion éthique, extrêmement importante à poser. Alors, et j'arrête, vous l'avez compris, il n'y a pas de réflexion éthique possible s'il n'y a pas un collectif au travail. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en interaction les valeurs que nous partageons, un peu plus, un peu moins, les principes qui en découlent, les règles que nous allons édicter, d'accord, ou que la loi nous impose, d'accord, mettre tout ça au travail, le mettre au travail ensemble. Et pour finir, ensemble, ça veut dire ensemble, professionnels, responsables, personnes concernées. Vous vous souvenez peut-être les uns et les autres d'une phrase que l'on attribue tantôt à Gandhi, tantôt à Nelson Mandela, qui date de l'époque où ils ont travaillé ensemble, qui est une phrase que je trouve extrêmement difficile à entendre, difficile à recevoir. Elle est d'une exigence absolument incroyable, elle est fondamentale et elle est fondatrice de l'éthique, je crois. Je cite, « Ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, alors vous le faites contre moi. Ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi,
vous le faites contre moi. Le but d'une réflexion éthique, c'est que jamais ce que vous vouliez faire pour moi, vous puissiez le faire contre moi. Ce qui exigera que vous le fassiez avec moi. Penser l'action comme cela, ça doit permettre l'ouverture d'un espace de réflexion éthique. Et c'est pour ça que je commençais mon propos tout à l'heure en disant ce qui se passe ici, c'est rare. C'est rare et ça a une valeur formidable. Merci. Merci.